Il y a un nouveau bouleverseur dans les opérations militaires. Un géant de la technologie vient de dévoiler une gamme de véhicules de combat amphibies incroyables. Ces engins sont remplis de technologies de pointe, prêts à dominer les terrains les plus difficiles, qu'il s'agisse de côtes rocheuses ou de mers agitées, ils peuvent tout affronter. Ils sont conçus pour relever n'importe quel défi, en faisant un outil puissant dans la guerre moderne. Qu'est-ce qui les rend meilleurs que leurs prédécesseurs? Quelles sont leurs capacités uniques? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les capacités des nouveaux véhicules de combat amphibies massifs récemment révélés. Une nouvelle flotte de véhicules de combat amphibies du corps des Marines est arrivée à Okinawa, au Japon, marquant une étape importante dans la mise à niveau de leur équipement dans le Pacifique. Ce mouvement soutient l'évolution des Marines vers la préparation à de possibles missions de débarquement dans l'Indo-Pacifique, où les compétences amphibies seront cruciales, surtout dans un conflit potentiel avec la Chine. Les ACV sont arrivés au port militaire de Naha, à Okinawa, le 29 juin. Le 4e régiment des Marines, faisant partie des 3 forces expéditionnaires marines à Camp Schwab, recevra 12 véhicules de transport de troupes ACVP ce mois-ci, remplaçant les anciens véhicules amphibies à chenilles. Les ACV, fabriqués par BAE Systems, apportent de nouvelles capacités modernes aux opérations des Marines dans le Pacifique. Il a été révélé que l'arrivée des ACV au Japon marque une mise à niveau tant attendue sur la façon dont les Marines se connectent navire à terre et affrontent les combats au sol. Dans les jours à venir, ces véhicules feront leur chemin depuis le port militaire de Naha, au sud d'Okinawa, jusqu'à Camp Schwab, couvrant environ 50 miles par route. Le déploiement de ces véhicules avancés au Japon est un grand pas, surtout à mesure que les Marines se préparent à un éventuel conflit dans l'Indo-Pacifique. De nombreux responsables militaires américains considèrent qu'un tel scénario est de plus en plus probable. Cela impliquerait que les Marines atteignent rapidement des îles éloignées, disséminées sur de vastes zones océaniques. Un défi de taille. Dans ce cas, de petites unités de Marines devraient se déplacer rapidement d'île en île, établissant des positions au besoin, un rôle parfaitement adapté aux capacités amphibies des ACV. Grâce à sa capacité à voyager à la fois sur l'océan et dans les voies navigables intérieures, l'ACV est conçu pour relever les défis uniques de l'Indo-Pacifique. Le lieutenant-général Roger B. Turner, le commandant général, a déclaré que les 3 forces expéditionnaires marines sont une force moderne et prête. Il a mentionné qu'en mettant à niveau leur flotte avec des véhicules de combat amphibies capables de soutenir le déni maritime et les opérations maritimes, ils renforceraient leur capacité à dissuader les menaces et à répondre aux urgences dans l'Indo-Pacifique. Alors, quelles sont les capacités de ces vaisseaux? L'ACVP peut transporter jusqu'à 13 Marines et fait partie de plusieurs types de la famille des ACV. D'autres incluent l'ACVC pour le commandement et le contrôle et l'ACVR pour le rétablissement. Les Marines recevront également l'ACV-30, armé d'un puissant canon de 30 mm, le plus grand canon de tous leurs véhicules mécanisés depuis la retraite des tanks M1 Abrams. Il représente une avancée par rapport aux anciens AAV qui existent depuis le début des années 70. Récemment, les AAV ont rencontré des problèmes sérieux, notamment un accident tragique où l'un d'eux a coulé au large de l'île de San Clemente, faisant 9 victimes parmi les Marines. Le choix de passer d'un véhicule à chenilles à un véhicule à roues a suscité de nombreuses discussions. Traditionnellement, les véhicules à roues se comportent différemment sur des terrains plus souples, comme les plages de sable, par rapport à des surfaces plus dures. Tant l'ACV que l'AAV peuvent se déplacer à des vitesses similaires dans l'eau, mais l'ACV peut aller environ 20 miles par heure plus vite sur terre ferme. Ces ACV ont également une coque en V, ce qui aide à protéger leur équipage des mines et des dispositifs explosifs improvisés, contrairement aux AAV à fond plat. Avec des communications améliorées et d'autres caractéristiques, l'ACV est conçu pour les défis modernes. Pour plus de détails sur les différences entre ces deux véhicules, consultez cet article du Warzone. Ces véhicules ont participé à des exercices d'entraînement le 24 juin
lorsqu'ils ont débarqué à la zone d'entraînement de White Beach, à Okinawa, aux côtés de la 15e unité expéditionnaire des Marines de camp Pendleton, en Californie. Lors de cet exercice, les Marines de la compagnie Alpha ont pratiqué le transfert de troupes à l'aide des ACV. Le Harper's Ferry et la 15e MEU ont été impliqués dans des opérations de routine dans la zone de la 7e flotte des États-Unis, connue comme la plus grande flotte déployée en avant de la marine, qui collabore étroitement avec les Alliés pour maintenir une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Fait intéressant, l'un des ACVP a été remarqué avec le slogan frappant « Make Peace or Die » sur son avant, lui valant le surnom de Cerberus, en référence au chien mythologique à 3 têtes d'Hadès. Ce nom a également été associé à d'autres véhicules militaires importants. Avant leur arrivée au Japon, les ACV de la 15e MEU avaient fait leur début dans le Pacifique lors de l'exercice Balikatan 24, un exercice conjoint avec les Philippines, où ils ont démontré leur capacité lors d'un exercice de tir réel le 4 mai. Les Marines ont continué à recevoir divers types d'ACV de BAE Systems, qui a collaboré avec l'italien Iveco pour ce projet. En mai, il a été rapporté qu'ils avaient reçu 184 ACVP et 3 ACVC, totalisant 187 véhicules. Des plans étaient en place pour que le corps acquiert finalement 633 ACV, y compris des variantes pour le commandement, la récupération et le soutien-feu. Bien que les ACV aient rencontré certains défis techniques, notamment des problèmes d'amortisseurs et d'intérieur exigus, on pensait qu'ils avaient un grand potentiel pour améliorer la mobilité et la portée opérationnelle du corps des Marines. La poussée pour ces véhicules modernes reflétait un changement plus large, passant des anciennes stratégies de contre-insurrection à des opérations plus adaptables, surtout dans l'Indo-Pacifique. Le déploiement des ACV au Japon a été considéré comme une étape excitante dans la préparation des missions futures. Cet accent sur l'amélioration des capacités amphibies n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans un héritage qui a commencé avec le véhicule amphibie à chenilles, ou LVT. Introduit par la Marine et le Corps des Marines des États-Unis pour la guerre amphibie, le LVT était un véhicule militaire spécialisé appelé Craft Amphibie de classe L. Capable de se déplacer à la fois sur terre et sur l'eau, il était idéal pour débarquer des troupes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine, l'armée canadienne et l'armée britannique ont également utilisé des LVT, les appelant « véhicules de débarquement à chenilles ». Au départ, les LVT étaient uniquement destinés à transporter des fournitures du navire à la côte. Cependant, ils ont rapidement été modifiés pour transporter des soldats et même fournir un soutien-feu. Surnommés Amtrak, abréviation de tracteur amphibie ou simplement GATOR, ces véhicules sont devenus essentiels dans de nombreuses opérations. L'histoire des LVT commence avec le Alligator, un véhicule de secours civil conçu par Donald Roebling en 1935 pour opérer dans les marais où les voitures et les bateaux ordinaires ne pouvaient pas aller. En 1937, il a construit une version améliorée qui se déplaçait plus rapidement dans l'eau. Le Corps des Marines des États-Unis, intrigué par un article dans le magazine Life sur l'Alligator, a vu son potentiel pour une utilisation militaire. Inspiré par les idées du lieutenant-colonel Earl Hancock Ellis sur la guerre amphibie, les Marines ont demandé à Roebling de créer une version adaptée au débarquement en mer. Au départ, ni la Marine des États-Unis ni Roebling n'étaient convaincus. La Marine estimait que les embarcations de débarquement ordinaires étaient suffisantes et Roebling voulait que son invention reste pacifique. Mais avec le déclenchement de la guerre en Europe, Roebling a accepté et a terminé un prototype militaire en mai 1940. Après que le bureau des navires a demandé un moteur plus puissant, les Marines ont testé ce nouveau modèle en novembre 1940. Impressionnés, ils ont commandé 100 unités avec une production lancée en juillet 1941 et ont même commandé 200 de plus avant même que les premiers modèles ne soient terminés. Après plusieurs séries de mise à niveau, le véhicule a été officiellement nommé Landing Vehicle Tracked, véhicule de débarquement à chenilles, et est devenu un atout clé dans les assauts amphibies. La Food Machinery Corporation,
connu pour la fabrication de pulvérisateurs d'insecticides et d'équipements agricoles, a obtenu le contrat pour construire les premiers 200 LVT. La Food Machinery Corporation avait déjà fabriqué certaines pièces pour le modèle Alligator et a commencé la production dans son usine de Dundee, en Floride, où la plupart des améliorations ont été réalisées. Le premier LVT a été lancé en juillet 1941. Par la suite, FMC et la Marine ont étendu la production à 4 usines, l'originale à Dundee et de nouvelles localisations à Lakeland, Floride, Riverside, Californie et San José, Californie. Le premier modèle, le LVT-1, pouvait transporter 18 soldats entièrement équipés ou 4500 livres de marchandises. À l'origine, il était destiné uniquement à transporter des fournitures du navire à la côte et ne possédait pas de protection blindée, ce qui rendait ses chenilles et sa suspension vulnérables sur un terrain difficile. Cependant, les Marines ont vu son potentiel comme véhicule d'assaut et ont organisé un bataillon de LVT pour la première division des Marines dès février 1942. Ces véhicules ont été utilisés pour la première fois en action lors de la campagne de Guadalcanal, où ils étaient cruciaux pour le transport des fournitures, avec environ 128 LVT disponibles pour ces opérations. Dès janvier 1940, Roebling avait esquissé une version du LVT avec une tourelle de canon pour soutenir les forces de débarquement. Mais l'idée a stagné jusqu'en juin 1941, lorsque le corps des Marines des États-Unis a poussé pour un LVT armé d'un canon de 37 mm, de 3 mitrailleuses et d'un blindage capable de résister à un tir de calibre .50. Cela a conduit à la version entièrement redessinée, le LVT-2, appelé Buffalo. Des modèles blindés et de soutien-feu ou AM-tanks ont été créés, certains avec des tourelles de tank Stuart et des obusiers des transporteurs M8. D'autres améliorations ont inclus un nouveau système moteur des Stuart et une suspension en caoutchouc pour de meilleures performances sur terre. Après des tests par Borg-Warner, ils ont collaboré avec FMC sur de nouveaux designs, en travaillant avec des experts du Caltech et de l'Université de Californie. Ces efforts ont abouti au LVT-2 et au LVT-A1. L'importance du véhicule a grandi et en octobre 1943, la Marine a créé une commission pour poursuivre le développement des LVT. La production a continué tout au long de la Seconde Guerre mondiale, totalisant 18 618 LVT, avec 23 bataillons de l'armée et 11 du corps des Marines, les utilisant d'ici 1945. Les armées britanniques et australiennes ont également déployé des LVT au combat. À la fin des années 1940, de nouveaux prototypes ont été testés, mais n'ont pas été produits en raison de réductions budgétaires. À la place, les Marines ont modernisé certains LVT-3 et LVT-A5, les maintenant en service jusqu'à la fin des années 1950. Les Marines ont utilisé les LVT-1 à Guadalcanal principalement pour déplacer des fournitures, mais ces véhicules amphibies se sont avérés idéaux pour des opérations tactiques flexibles. Ils étaient non armés, alors les Marines les ont équipés de mitrailleuses, donnant à chaque LVT 3 mitrailleuses de calibre .30 et une mitrailleuse de calibre .50. Pour l'assaut de Guadalcanal, différentes compagnies de LVT ont soutenu divers régiments de Marines, certaines unités débarquant à Tulagi. Après la Seconde Guerre mondiale, les anciens LVT ont été vendus à d'autres pays, seuls les LVT-3 et LVT-A5 restant actifs aux États-Unis. En 1947, les troupes britanniques ont même utilisé des LVT pour réparer des défenses contre les inondations dans le Lincolnshire après un hiver rigoureux. L'un de ces LVT a été redécouvert et excavé en 2021. Les LVT ont également été testés en Antarctique lors de l'opération High Jump. Dans les années 1950, les États-Unis ont remplacé les LVT par les LVT-P5 puis les LVT-7, désormais connus sous le nom de véhicules d'assaut amphibies fabriqués par BAE Systems. Le plus grand LVT, le LVT-UX-2 Goliath, a été testé en 1958, mais n'est jamais devenu opérationnel. Bien que de nouveaux véhicules militaires aient remplacé les LVT au fil du temps, leur héritage perdure dans les transports amphibies modernes. Cependant, les plans pour le véhicule de combat expéditionnaire, destiné à remplacer l'AAV,
ont été annulés en 2011 en raison de contraintes budgétaires. Malgré ces changements, l'évolution des véhicules amphibies a continué, incarné par le LVTP-5, le véhicule de débarquement à chenilles, personnel de type 5. Ce robuste véhicule amphibie blindé a servi non seulement le corps des Marines philippins et le corps des Marines de la République de Chine, mais a également joué un rôle important avec le corps des Marines des États-Unis. Conçu par Borg-Warner et fabriqué par FMC, également connu sous le nom de Food Machinery Corporation et d'autres entreprises, le LVTP-5 est entré en service en 1956, avec environ 1124 unités produites, y compris des versions spécialisées qui ont joué des rôles vitaux pendant la guerre du Vietnam. Le LVTP-5 était une mise à niveau des modèles plus anciens de la Seconde Guerre mondiale et était beaucoup plus grand, capable de transporter de 30 à 34 soldats. Une version plus petite, le LVT-6, a également été créée sur la base du véhicule blindé M59, mais seulement quelques-uns ont été fabriqués. Sa famille a finalement cédé la place à la série plus récente LVT-7. Le modèle principal était le transporteur de troupes LVTP-5 qui avait des versions pour le déminage, le commandement, la récupération et le soutien-feu, ce dernier étant équipé d'un obusier de 105 mm. Un modèle anti-aérien a été testé mais jamais utilisé. À la mi-2010, les seuls LVTP-5 encore en service étaient opérés par les Philippines, qui en possédaient 4 dans leur force navale. Bien que les LVTP-5 aient démarqué un chapitre important dans la guerre amphibie, ils ont jeté les bases du développement du véhicule amphibie d'assaut, également connu sous le nom de AAVP-7A1. Ce véhicule robuste entièrement chenillé a été conçu pour débarquer des troupes et du matériel lors d'assauts amphibies et est devenu essentiel pour le corps des Marines des États-Unis. Initialement fabriqué par United Defense, maintenant US Combat Systems, l'AAV poursuit l'héritage de ses prédécesseurs tout en incorporant des technologies modernes pour améliorer l'efficacité opérationnelle sur le champ de bataille. Il transporte les Marines des navires vers la côte en un seul trajet, leur permettant d'atteindre rapidement des cibles à l'intérieur des terres. Les Marines les appellent Amtrak, abréviation de tracteur amphibie. Au-delà des débarquements sur les plages, les AAV soutiennent également les opérations terrestres une fois à terre. En 2018, le corps des Marines a choisi le BAE Systems Iveco Super AV pour remplacer progressivement l'AAV dans les futures missions. Le corps des Marines des États-Unis voulait un nouveau véhicule amphibie pour remplacer le LVTP-5 obsolète qui avait une portée limitée, une faible vitesse en eau et était difficile à maintenir. En 1964, ils ont demandé des propositions de conception, sélectionnant celle de FMC. FMC a créé les 15 premiers prototypes, nommés LVTPX-12, en 1967. Après des tests, FMC a reçu un contrat en 1970 pour produire 942 de ces véhicules, maintenant connus sous le nom de LVTP-7, qui ont été lancés pour la première fois en 1972. En 1982, FMC a mis à niveau ses véhicules avec le programme d'extension de durée de service LVTP-7. Cela comprenait un moteur diesel Cummins VT400 plus puissant, une transmission plus fiable et un système d'armement électrique, supprimant le fluide hydraulique inflammable. La structure du véhicule a également été améliorée avec une suspension plus robuste, des réservoirs de carburant plus sûrs et 8 lance-grenades à fumée. Il a été rebaptisé AAV-7A1 en 1984. 5 ans plus tard, le véhicule a reçu encore plus de puissance de feu avec une nouvelle station d'armement Cadillac Gage, pouvant tenir une mitrailleuse M2HB de calibre 50 et un lance-grenade MK-Dix-9 de 40 mm. En 1993, des armures supplémentaires, connues sous le nom de kits d'armure appliquée améliorés, ont été ajoutées pour augmenter sa protection. Pour compenser le poids supplémentaire en eau, un kit de planche avant a également été incorporé pour la stabilité. S'appuyant sur ces améliorations, le programme de fiabilité, disponibilité, maintenabilité, rénovation à la norme ou AAV-RAM, RS, a été lancé en 1997, offrant un coup de pouce nécessaire aux AAV.
Cette initiative visait à restaurer tous les systèmes et composants à leur niveau de performance d'origine et à garantir qu'ils restent prêts à l'action jusqu'à ce que le nouveau véhicule de combat expéditionnaire puisse être déployé. Pour ce faire, le programme a remplacé l'ancien moteur et la suspension des AAV par des pièces provenant du véhicule de combat Bradley M2 de l'armée des États-Unis, augmentant le dégagement du véhicule à un impressionnant 14 pouces et améliorant son rapport chevaux-vapeur par tonne de 13 à 1 à 17 à 1. Ces améliorations ont rendu l'AAV non seulement plus puissant mais aussi plus efficace, dans l'espoir de réduire les coûts de maintenance jusqu'en 2013. En mars 2015, un contrat a été attribué à SAIC pour porter la survie de l'AAV à un niveau supérieur. En janvier 2016, le prototype du nouveau programme de mise à niveau de la survivabilité AAV a été dévoilé, offrant des caractéristiques de pointe, telles que 49 panneaux d'armure céramique flottants avancés, une protection renforcée contre les explosions et un moteur plus puissant. Le plan était de mettre à niveau 392 des environ 1000 AAV, afin de s'assurer qu'ils restent opérationnels jusqu'en 2035, tandis que le nouveau véhicule de combat amphibie serait déployé. Cependant, en août 2018, le Corps des Marines a pris la difficile décision d'annuler le programme de mise à niveau de l'AAV, choisissant de se concentrer sur l'augmentation de la production de l'ACV. L'AAV a été un cheval de bataille dans de nombreuses opérations militaires. Lors de la violente première bataille de Fallujah en avril 2004, les AAV du Corps des Marines des États-Unis ont joué un rôle crucial. Retour en 1982, quand 20 LVTP-7 fabriqués aux États-Unis ont été déployés par l'Argentine lors de la guerre des Malouines. Mais la plupart ont réussi à rentrer chez eux avant la fin du conflit. Entre 1982 et 1984, ces LVTP-7 ont fait partie d'une force multinationale de maintien de la paix à Beyrouth, au Liban, où ils ont subi quelques dommages mineurs, mais ont tenu bon. Le 25 octobre 1983, ils ont exécuté un audacieux débarquement amphibie sur la Grenade lors de l'opération Urgent Fury, prouvant leur valeur. Les AAV ont continué à briller sous les projecteurs lors de la guerre du Golfe en 1991 et de l'opération Restore Hope, mettant en valeur leur polyvalence. Cependant, après l'invasion de l'Irak en 2003, les AAV 7A1 ont été critiqués pour leur manque de protection par rapport à d'autres véhicules comme le M2 Bradley. Lors de la bataille de Nasiriyah, ils ont rencontré de graves défis, certains étant endommagés ou détruits par des tirs de RPG et d'artillerie, y compris des tirs amis provenant d'avions A-10. Tragiquement, le 3 août 2005, 14 Marines et un interprète ont perdu la vie lorsque leur AAV a heurté une bombe artisanale en Irak. En 2010, les forces navales brésiliennes ont utilisé des AAV SEPT-A1 lors d'une opération de sécurité à Rio de Janeiro, aidant à dégager des barricades mises en place par des gangs criminels. Cependant, l'histoire a pris un tournant déchirant le 30 juillet 2020, lorsque 8 Marines et un marin de la Navy ont tragiquement péri lorsque leur AAV a coulé lors d'un entraînement au large de l'île San Clemente. Cela a conduit le Corps des Marines à restreindre les opérations maritimes des AAV aux situations d'urgence uniquement, marquant un changement significatif dans leur stratégie opérationnelle. Face à ces défis, le Corps des Marines s'est tourné vers l'avenir avec le véhicule de combat expéditionnaire conçu pour remplacer l'AAV vieillissant. Ce véhicule avancé pouvait transporter une escouade complète à 3 fois la vitesse de l'AAV, offrant une meilleure armure et une plus grande puissance de feu. C'était une priorité absolue pour le Corps des Marines, avec des plans de déploiement en 2015. Malheureusement, le programme a rencontré des revers et, en janvier 2011, l'EFV a été officiellement annulé, marquant la fin d'un chapitre ambitieux. En juin 2018, le Corps des Marines a annoncé avoir sélectionné le Super AV à roues de BAE Systems Iveco pour remplacer progressivement l'AAV dans le cadre du programme de véhicules de combat amphibie, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de capacité amphibie.
L'avenir semblait prometteur alors que les Marines se préparaient à adopter la prochaine génération de véhicules, prêts à relever tous les défis à venir. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.